TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Lundi, l'actualité, cette grosse pluie ce soir au sud du Togo. Attention au risque d'inondation, période propice néanmoins pour certaines expériences dans l'agriculture. Nous irons notamment à Tchévier voir de près le système d'irrigation goutte à goutte. Le secteur minier au Togo, des investisseurs à l'affût. Comment développer notre industrie des mines? L'État a son idée sur le sujet, nous verrons dans le journal. Et face au Covid-19, le port de masque est désormais obligatoire, vous le savez, et pourtant certains ne le font pas. Pourquoi porter son masque est important? Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. La météo ce soir pour commencer, Lomé, Agoué, Toglekopé, Djagblé, bref, le sud Togo arrosé par des averses, une grosse pluie par endroits, attention au risque d'inondation, période propice par contre pour les cultures, direction, je vous l'annonçais dans le sommaire, direction Tchévier avec ce coup de projecteur sur une expérience en cours, le système d'irrigation goutte à goutte. En quoi consiste la pratique? Qu'est-ce que ça change pour la production? Et dernière question, quel intérêt pour nos agriculteurs? 3 questions pour savoir et mieux comprendre. Les éclairages, Antoinette Omar-Vovo. Des systèmes d'irrigation goutte à goutte expérimentés dans ce champ du Centre de recherche agronomique du littoral de l'ITRA à Tchévier. Destinés aux paysans, ces systèmes vont leur permettre de résoudre leurs difficultés liées à l'insuffisance de l'eau nécessaire pour la production agricole. Finalité, accroître le rendement tout en économisant l'eau et l'énergie sur une longue durée. Le système d'irrigation goutte à goutte, c'est un des systèmes d'irrigation qui permet de fournir à la plante ou bien à la culture une quantité d'eau qui vient sous cette plante de manière goutte à goutte. Donc de petites quantités mais de manière continue, de manière à satisfaire les besoins de cette culture. Donc sur cette parcelle ici, nous venons de mettre en place un échantillon, un modèle de système d'irrigation goutte à goutte pour 2 types de cultures. Donc sur ma droite, il y a pour le système de goutteurs intégrés pour les cultures maraîchères et vivrières. Et devant ici, c'est le système de goutteurs externes qui est plus adapté pour l'arboriculture, les arbres. Donc le système comporte différents types de tuyauterie qui part de la tête du réseau qui comprend une vanne et un filtre. Quand on parle du goutte à goutte, c'est de petits émetteurs, donc il faut que l'eau soit filtrée. Donc tout à l'heure, quand on ouvre la vanne, l'eau va quitter maintenant le filtre pour aller dans les différents types de tuyauterie pour pouvoir arroser les plantes. Allons ouvrir la vanne et là il y a le château qui est là, donc l'eau quitte le château, ça vient, ça rentre dans la vanne et maintenant ça va commencer par arroser. Donc de plus près, on va voir ici un émetteur qui est un goutteur externe qui est en train de sortir de l'eau de manière doucement et par goutte. C'est pourquoi on parle du système goutte à goutte. Et c'est là maintenant qu'on va mettre notre papayer ou bien notre plantain à des distances bien précises. C'est toujours là sous les plants. Donc à tout moment, quand on veut arroser, il suffit d'ouvrir la vanne. En période de pluie, on ferme la vanne et à contre-saison où on voit qu'il y a manque d'eau pour les cultures, on ouvre la vanne pour pouvoir arroser. Le kit d'irrigation porte la marque de 2 industriels togolais. La méthode contribue à la promotion de l'adaptation aux effets du changement climatique. La meilleure source endogène que nous avons, c'est le soleil. Donc nous avons développé, conçu un système qui permet justement de fournir de l'électricité n'importe où sur le territoire togolais, sur des volets, on va dire, accessibles un peu à tout le monde. Nous avons un kit qui est à la fois utilisable pour faire l'irrigation, on pompe l'eau, on irrigue les champs et le soir, le même système peut être utilisé à domicile par le paysan. Et donc l'ITRA a en son sein ces spécialités qui permettent aujourd'hui d'évaluer et de tester cette technologie avant de garantir une utilisation assurée au niveau des producteurs.
On a déjà le protocole qui est mis en place et que sur la base de ce protocole, nous allons évaluer la qualité de ces deux technologies mises bout en bout pour que nous puissions donner des conseils aux utilisateurs. La modernisation et la mécanisation du secteur agricole au Togo sont en marche. Le gouvernement s'y est engagé. En plus de ce système qui sera bientôt vulgarisé, il a déjà mis à la disposition des producteurs des tracteurs, moissonneuses, batteuses, entre autres. Une fois que l'ITRA aura testé, certifié ces équipements peuvent être facilement distribués. L'ambition étant de réussir à faire 40 000 kits d'ici 2-3 ans. Et ces 40 000 kits constituent un marché qui permet aux investisseurs, aux industriels de développer la fabrication et la production parce qu'ils ont un marché. Et le gouvernement va créer avec le MIFA des facilités. Dès cette année, dans le cadre du plan de riposte, il y a 15 000 kits qui doivent être distribués et on a déjà des partenaires internationaux qui ont commencé par s'apprêter et ces partenaires locaux aussi organisent pour pouvoir participer à cet effort pour le développement de la production agricole au Togo. Près de 70% de la population active évolue dans le secteur agricole. Le système d'irrigation goutte à goutte est l'un des dispositifs promus par le gouvernement pour faciliter le quotidien des producteurs agricoles qui sont d'ailleurs des acteurs importants dans l'atteinte des objectifs de l'axe 2 du PND. Et déjà, vous le savez, le gouvernement accompagne beaucoup nos agriculteurs, les pousse à produire plus et en qualité. Les jeunes aussi sont encouragés à faire confiance de nouveau à la terre car elle ne trompe pas. Retour ce soir sur ce qui est déjà fait, les résultats enregistrés, ce qu'il y a lieu d'envisager. On fait le point avec Lucassi. Le secteur agricole absorbe plus de 70% de la population active togolaise. Sa modernisation et sa mécanisation préoccupent le gouvernement. Il a investi des milliards de francs CFA dans le secteur sur ces dernières années pour améliorer les conditions de travail et de vie des producteurs et autres acteurs des chaînes de valeurs agricoles. Le pays veut miser sur l'agriculture pour relancer sa croissance économique après la crise sanitaire. Les investissements sont désormais ciblés et se font par le biais du mécanisme incitatif pour le financement agricole MIFA. Depuis le début de l'année, le mécanisme a étendu ses interventions aux nouvelles filières porteuses. Il compte mobiliser 50 milliards de francs CFA au bénéfice des producteurs pour l'année en cours. Nous avons, avec l'appui de l'État, notamment le ministère de l'économie et des finances et le ministère en charge de l'agriculture, eu plusieurs séances de travail avec les institutions financières, notamment celles qui sont partenaires du MIFA, et des dispositions ont été prises pour assurer le financement des acteurs, avec la garantie souveraine de l'État qui leur est donnée. Donc les acteurs du secteur, notamment les petits producteurs, peuvent bénéficier du financement afin d'accéder aux facteurs de production, surtout sur certaines filières stratégiques comme le maïs, le soja, le riz et le coton. Une chose est d'avoir le financement pour avoir accès à ces facteurs de production, une autre chose est la disponibilité de ces facteurs, et donc les dispositions également ont été prises par le ministère en charge de l'agriculture pour que les producteurs disposent des intrants nécessaires pour cette campagne. Des solutions ont été apportées pour le labour avec bien évidemment des entreprises de prestation de services de mécanisation que le MIFA a accompagné. Ces entreprises ont pu acheter des tracteurs et donc ont démarré leur activité de labour sur le terrain. Actuellement, le pays dispose de 3,6 millions de terres arables. Un potentiel énorme dont 45% seulement sont exploités. 400 zones d'aménagement agricole ZAP intégrant des retenues d'eau sont prévues. Il sera construit donc une ZAP par canton et 30% de chaque superficie seront spécialement réservés aux femmes. Ceci dans l'optique d'instaurer un espace favorable aux investissements du secteur privé pour une agriculture moderne, mécanisée et plus productive. Des aménagements hydro-agricoles sont annoncés également. 500 000 hectares seront dessouchés à un coût subventionné par l'État. C'est la modernisation des techniques productives et transformatrices en faveur des communautés rurales qui est visée. Le gouvernement va plus loin.
Le processus est en cours pour créer des entreprises agricoles dans des zones ciblées selon les spécialités agricoles de ces localités. Des agropoles seront donc promus sur 10 zones du territoire national. À terme, ce sont des parcs agro-industriels qui verront le jour avec des infrastructures logistiques. La vision ressort clairement du plan national de développement, notamment en son axe 2 qui est consacré au développement des pôles de transformation agricole, manufacturier, d'industrie extractive. Cette vision, c'est de renforcer le rôle de l'agriculture dans la création de richesses dans notre pays et surtout de permettre aux acteurs du secteur de pouvoir améliorer leurs revenus ainsi que leurs conditions de vie. Les travaux de construction de l'agropole de Kara sont en cours. Ils nécessitent un financement de 65 milliards de francs CFA et le secteur privé est fortement attendu sur ce projet. Les filières animales et halieutiques ne sont pas oubliées. L'État s'est engagé à la création de ranchs et des abattoirs modernes dans chaque région du pays. Et pour endiguer le phénomène de transhumance, il sera installé une zone de pâturage par commune rurale avec une aire d'abattage. Le contrôle et la traçabilité de la production de viande et de produits halieutiques seront assurés. Des installations frigorifiques adaptées vont être mises en place à l'aéroport international Niazimbe Yadema et au port autonome de Lomé pour garantir la conservation, le transport et l'exportation de ces produits. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le secteur agricole est définitivement mis sur orbite. Bientôt, son apport de 40% au PIB national sera doublé. Et voilà donc pour l'agriculture. Autre secteur vital évoqué ce soir, l'électricité. Et ce chiffre à retenir, 15 milliards de francs CFA. C'est la somme décaissée par la BOAD en faveur du secteur. À quoi servira tout cet argent? Qui sont les bénéficiaires? Et qu'est-ce qui va changer dans leur quotidien? Des questions, là aussi les précisions. On retrouve Lucassi. Un nouveau souffle pour la communauté électrique du Bénin CEB. Elle décroche un financement de 15 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour électrifier les localités du Nord Togo et du Bénin. Une partie de ce financement servira à construire très prochainement la ligne d'interconnexion de 161 kV entre Nati-Tengou, Tangueta et Porga, des localités situées à la frontière Bénin-Togo. Il est aussi prévu dans ce fonds la construction des postes de transformation HTB, HTA au Bénin. L'idée est de répondre aux besoins énergétiques des populations du Nord Togo et du Bénin. La ligne électrique en projet de construction est longue de 124 km. À terme, elle servira également de point d'interconnexion avec le Burkina Faso. Le projet fait partie du plan de développement de la CEB en cours d'exécution. Le décaissement de ce fonds a été approuvé au cours de la 117e session de la BOAD tenue par visioconférence le 24 juin dernier. En plus de 15 milliards de francs CFA, l'institution financière a validé plusieurs autres projets à hauteur de 228 milliards de francs CFA. C'est un financement de plus à mettre à l'actif des investissements de la BOAD. 1200 projets ont absorbé 5800 milliards de francs CFA de la banque dans l'espace UEMOA. Le Togo a eu sa part du gâteau de cette bagatelle somme. La construction de la centrale solaire photovoltaïque de 30 MW habilita pour 7 milliards de francs CFA décaissés par la BOAD en est une illustration. À cela s'ajoute la centrale thermique à cycle combiné Kekeli Efficient Power, dont la construction a mobilisé 25 milliards de francs CFA de la banque au début des travaux. Même si le projet s'est orienté vers Ouragroup aujourd'hui pour bénéficier de 65,4 milliards de francs CFA, il doit son démarrage à la BOAD. Il est donc clair que la BOAD, bras financier de l'espace UEMOA, joue un rôle important dans le développement socio-économique des pays membres. Et ce rôle n'est pas prêt de s'arrêter si tôt. Lucassi, merci. On lui prédit un avenir meilleur dans les 5 prochaines années. L'industrie minière au Togo fait l'objet de convoitises. Des investisseurs sont en effet à l'affût. Mais comment développer réellement ce secteur des mines? L'État togolais a son plan. Dodo Arrêt.
Le Togo dispose de plus de 2 milliards de tonnes de stock de phosphate et est parmi les principaux pays producteurs du continent. En 2019, le pays a signé un accord de 1154 milliards de francs CFA avec Dangote Industries pour transformer le phosphate national en engrais phosphaté pour l'Afrique de l'Ouest. Ceci devrait également améliorer la consommation du produit en Afrique. Le processus est en cours et permettra, selon les prévisions, de produire 1 million de tonnes d'engrais et de générer plusieurs emplois directs. Il est clair que le secteur minier contribue à une part non négligeable dans l'économie togolaise, d'autant plus qu'il représente 4% du revenu national et 22% des exportations totales du pays. L'État accélère les réformes pour davantage développer et mettre en valeur l'industrie minière togolaise. Pour les 5 prochaines années, il est prévu de grandes actions centrées autour de 3 principaux axes. Le premier consiste à la transformation des minerais, notamment le phosphate, avec Dangote Industries pour un accès plus facile et moins coûteux aux engrais. Il est prévu dans ce sens l'ouverture de plusieurs usines dédiées aux activités de transformation du phosphate. L'axe 2 porte sur l'augmentation de la capacité de production du ciment avec l'arrivée de nouveaux opérateurs. Un deuxième accord a été signé avec Dangote Industries et près de 35 milliards seront affectés à la création d'une nouvelle cimenterie au Togo. L'objectif est de produire 1,5 million de tonnes de ciment à partir du clinker togolais et nigérien pour satisfaire la demande locale ainsi que celle des pays limitrophes. Plus de 500 emplois seront créés et ceci portera à 4 le nombre de cimenteries au Togo. Le troisième axe porte sur la mise à jour de la carte minière du Togo. Elle permettra de définir une stratégie attractive en faveur de nouveaux partenariats vis-à-vis de potentiels investisseurs. Les pouvoirs publics ont mis en place en ce sens un projet de développement et de gouvernance minière de près de 9 milliards de francs CFA qui couvre la période de janvier 2016 à décembre 2020. Il est question de rationaliser les structures institutionnelles des organisations clés du secteur afin de renforcer leur efficience et la redevabilité. L'objectif étant de garantir une gestion efficace et d'améliorer la transparence en renforçant les exigences en matière de gouvernance. Le projet va également permettre de mettre en place les systèmes de cadastre minier, d'information géologique et minière et de gestion électronique des données, ce qui va renforcer la capacité de l'État à gérer les ressources minières de façon durable sur le plan économique, social et écologique. Les procédures d'octroi de titres miniers ou d'exploitation des ressources sont également réglementées. Avec la réforme du secteur, les retombées économiques, sociales et financières attendues sont importantes. Et ces 3 axes contenus dans un programme initié par le gouvernement vont permettre au secteur minier togolais d'attirer plus d'investisseurs étrangers, de créer des richesses pour les populations et d'impulser le développement local. Des investisseurs de plus en plus encouragés par une justice togolaise modernisée. Le chantier se poursuit d'ailleurs. Ça continue avec la lutte contre la corruption, le châtiment des auteurs de délits divers à l'agenda pour les 5 prochaines années. D'autres défis à relever. Écoute ça là. Depuis quelques années, l'amélioration de l'appareil judiciaire reste dans le viseur des autorités togolaises. La matérialisation des engagements pris a motivé en 2014 la mise en place du programme d'appui au secteur de la justice PASJ. L'idée, c'est de renforcer l'état de droit, la sécurité nationale et de créer un centre relationnel sain et confiant entre les populations et la justice. À ce jour, le pays semble faire un bond qualitatif. Le programme a impacté positivement le quotidien des détenus dans les centres pénitentiaires en structurant ces axes d'intervention en 3 volets. L'assainissement des prisons, l'amélioration de la situation médicale et alimentaire des détenus et leur réinsertion sociale et économique. Le programme a permis d'offrir une meilleure connaissance et un accès facile aux droits à la population.
La justice juvénile et la situation carcérale sont améliorées. Depuis 2014, le contrôle est renforcé autour du travail des magistrats. Des bâtiments construits, réhabilités et équipés et le droit positif modernisé. À cela s'ajoutent les actions du programme national de modernisation de la justice. Il répond à deux impératifs. Celui de rendre la justice plus crédible aux yeux des citoyens et faire d'elle un outil de promotion du monde des affaires. Les réformes entreprises à ce jour visent un seul objectif: mettre fin aux difficultés d'accès à l'appareil judiciaire, à son manque d'efficacité dans le traitement des dossiers et aux problèmes de corruption qui minent le secteur. Aujourd'hui, les résultats sont jugés encourageants. Les deux programmes ont fait leurs preuves. Le PASJ a mobilisé près de 5,3 milliards de francs CFA sur la période 2014-2020. Au cours des 5 prochaines années, le pays entend poursuivre ses actions de modernisation de la législation pour une bonne administration de la justice. Cela sera effectif avec la finalisation des réformes de l'organisation judiciaire et l'augmentation substantielle des ressources nécessaires aux institutions impliquées dans l'administration de la justice. Le pays veut miser sur l'inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires ainsi que le centre de formation des professions de justice. Les chantiers de modernisation des infrastructures, d'amélioration des conditions de travail des greffiers et secrétaires des cours et tribunaux seront poursuivis. Un an d'exercice pour les nouveaux conseillers municipaux. Quelles appréciations de l'apprentissage de l'essai de nos maires et conseillers? Tazim Nabaga s'est intéressé au sujet et voici son reportage. Le couronnement du processus de décentralisation le 30 juin 2019 par les élections municipales a ouvert une nouvelle page dans la gestion de la chose publique au Togo. Désormais, ce sont les collectivités territoriales qui sont porteurs du développement depuis la base. En la matière, la commune de Tone 1 a connu des avancées significatives, comme le soulignent des organisations de la société civile dans leurs prérogatives de contrôle citoyen. En termes de développement, nous ne pouvons pas affirmer que le développement est effectif, mais ça a démarré. Il y a eu le budget participatif qui a été élaboré dans Tone 1. Je crois que ça, c'est déjà un pas qui se fait. C'est un exemple parmi tant d'autres. Les sensibilisations dans les quartiers, l'implication de la population par rapport à la participation, tout ça là, c'est déjà un pas. Avec la nouvelle équipe, oui, il y a un changement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se faisaient pas avant. La population n'était pas impliquée à l'élaboration des PDC, à l'élaboration des budgets. Il y a les cadres de concertation, CDL, Codologue, qui sont créés dans certaines communes comme Tone 1, qui est un acquis déjà. Il y a le bureau du citoyen qui a été créé. Il y a vraiment besoin qu'une sensibilisation puisse être faite à l'endroit de tous citoyens de la commune à l'utilisation de ce bureau pour leur bénéfice. Les communes sont à féliciter de par leur dynamisme, leur désir de bien travailler, leur désir de répondre vraiment aux attentes de leur communauté malgré leurs moyens de bord. Et nous les encourageons à continuer en ce sens. La voirie publique et l'assainissement constituent l'autre volet sur lequel les nouveaux conseillers municipaux de la commune de Tone 1 se sont illustrés. Avec le concours des comités de développement des quartiers, CDQ, ils ont changé le visage de la ville de Dapaon à coups de balai, de pelle et de râteau. Depuis l'annonce de la venue de la décentralisation, notre mairie, qui était représentée par une délégation spéciale, a eu à nous entretenir et à nous renforcer en capacité par rapport au niveau de l'assainissement. L'Union européenne et ici les Molinos, donc, qui se sont associés à notre mairie pour nous donner, nous outiller et à former des GAC, groupes d'assainissement des quartiers, et qui ont bénéficié d'un apport
particulier en engins roulants comme les tricycles et du matériel d'assainissement. À partir de là, nous avons eu l'occasion de détruire tous les points noirs de tous nos quartiers, qui veut dire les dépotoirs, les points où on déverse les déchets partout. Actuellement, tous ces points noirs sont éradiqués et que nous avons des groupes qui se sont donnés dans chaque quartier pour pouvoir assainir les quartiers en ramassant de ménage en ménage les ordures et ainsi à amener aussi à certains qui résistent encore de s'adhérer à cette politique d'assainissement de notre quartier. Les nouveaux conseillers nous appuient beaucoup. Ils sont très bons. Et ils ont fait encore d'autres panneaux pour distribuer les quartiers, de mettre sous les dépotoirs et puis montrer comment il faut travailler pour la santé de tout le monde. Avec le nouveau maire, nous avons eu un changement vraiment. Le même changement s'est fait également ressentir au niveau des activités économiques et commerciales. Ici, la transparence et la célérité dans le traitement des dossiers retiennent l'attention. Depuis les élections locales, la mairie n'a pas augmenté les taxes pour nous. Pour ça, on remercie le président de la République, le gouvernement, d'avoir initié les élections locales. Pour ça, on est très contents. Au début, c'était dit qu'on allait faire notre marché. Ça y est en cours. Ce que nous voulons que la mairie fasse pour nous, le marché n'est pas clôturé, qu'ils nous cherchent un gardien. Et ils arrangent bien qu'ils clôturent le marché. En ce qui concerne le partenariat, nous avons travaillé par le passé avec déjà la mairie en leur fournissant du matériel. Donc, ils ont essayé de relancer et en quelque sorte les nouvelles entreprises qui peuvent travailler avec eux. Et ils ont fait ça d'une manière transparente, c'est ce qui nous a intéressés. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un changement. Le changement, c'est la rapidité qu'on répond à nos doléances. Avant, ça pouvait prendre des mois et des mois, on dit le maire n'est pas là, que le comité n'a pas encore siégé. Aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui se fait, ça veut dire qu'avec une rapidité. Seul bémol à cette embellie, la faible collaboration entre les conseils municipaux et les acteurs culturels. Ceux-ci appellent à une synergie d'action pour apporter leur contribution au développement de la commune. Si on parle de la décentralisation, on va parler aussi de la décentralisation de la culture. L'État fait quand même des efforts, mais on ne sent pas cette décentralisation-là de la culture dans la région des savanes. La culture peut être vecteur de l'économie locale. Si on ne te retrouve pas pour développer des stratégies et mettre en valeur, c'est-à-dire nos potentialités culturelles, on ne pourra pas atteindre nos objectifs, c'est-à-dire l'objectif du développement économique de nos communes. Donc il faut que nous travaillons en synergie. Nous n'avons pas de salle culturelle ici à Dapon ou dans la région des savanes, il n'y en a pas du tout. Tout ce que nous souhaitons, c'est une autonomie au niveau de la culture, que la mairie puisse vraiment collaborer avec les acteurs culturels et qu'ils installent des bureaux dans chaque commune concernant la culture pour qu'on puisse travailler ensemble. Qu'il y ait des conseils culturels. Et à travers ces conseils culturels, je pense que la communication va passer. En optant pour la communalisation intégrale du pays, les plus hautes autorités ont fait le choix de miser sur les collectivités territoriales fortes qui, en réalisant pleinement leur potentialité socio-économique et culturelle, vont porter l'émergence du Togo à l'horizon 2030. La gestion conseillers municipaux dans Tonne 1 d'Apan. Aujourd'hui, 6 juillet, 4 mois, jour pour jour, où le tout premier cas du Covid-19 a été déclaré chez nous, ici au Togo, 4 mois après, et nous en sommes à ce jour à 680 cas confirmés, 4 mois de Covid, 4 mois de crise sanitaire. Comment s'y prend-on au niveau du gouvernement pour gérer au mieux la situation? Nous reviendrons sur le sujet en préparation, et notamment demain dans nos éditions. Et voici justement la situation à ce jour. Lundi 6 juillet 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 680, pas de nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 450, 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 215 et le nombre de décès
est de 15. Communiqué et chiffres rendus publics par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Et l'une des mesures pour éviter la propagation du virus, eh bien, c'est le port de masques rendu, vous le savez, obligatoire par le gouvernement. Une mesure respectée par certains, bafouée par d'autres. Pourquoi devons-nous porter les masques? Question en suspens, nous reviendrons là-dessus demain dans nos éditions. Et de la maladie du coronavirus, que savez-vous exactement? Comment se transmet-elle cette maladie? Petite piqûre de rappel avec Esther Laclé. Que retenir sur le Covid-19 et sa transmission? Le Covid-19 est une maladie infectieuse causée par une forme de coronavirus qui n'avait encore jamais été identifiée chez l'être humain et totalement inconnue avant le début de l'épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Ce nouveau virus peut entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des inflammations respiratoires sévères dans certains cas et peut même causer le décès des personnes atteintes. Bien que l'infection Covid-19 reste relativement bénigne dans 80% des cas, le Covid-19 reste un virus extrêmement contagieux avec un rythme de propagation très accéléré. Aussi, pour retarder sa propagation, il est important de prendre certaines mesures. La maladie est transmise par des personnes porteuses du virus. Elle se propage d'une personne à l'autre à travers les petites gouttelettes nasales ou buccales expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne atteinte de Covid-19 tousse, éternue ou expire. Le virus est ainsi transmis à travers ces gouttelettes qui peuvent tomber soit directement sur la bouche, dans les narines et les yeux d'une personne non malade à proximité. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade, soit sur des surfaces ou des objets que des personnes non malades vont toucher, ensuite toucher leurs yeux, leur nez ou leur bouche, et contractant ainsi la maladie. Pour éviter la propagation du virus et pour se protéger et protéger les populations vulnérables et fragiles, il est important d'adopter des gestes barrières qui permettent de barrer la route à la maladie. D'abord, se laver régulièrement et soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. En effet, se laver les mains tue le virus s'il est présent sur vos mains. Ensuite, tousser ou éternuer dans un mouchoir jetable et le jeter dans une poubelle fermée, soit dans le pli du coude. Il faut également saluer sans se serrer les mains, éviter les embrassades. Gardez une distance d'au moins 1 mètre entre vous et toute autre personne. Ensuite, ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Portez un masque lors de vos déplacements hors de chez vous. C'est également utile à la maison si vous avez des symptômes. Alors, comment savoir si on est peut-être atteint du Covid-19? Les symptômes les plus courants du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et la toux sèche. Certains malades peuvent souffrir de maux de tête, de congestion nasale, d'écoulement nasal, de maux de gorge ou de diarrhée. Ces symptômes sont généralement légers et commencent progressivement. Certaines personnes infectées ne présentent pas de symptômes et se sentent bien. La plupart des gens, environ 80% des cas, se remettent de la maladie sans avoir besoin d'un traitement spécial. Mais que faire si on ressent ces symptômes? En cas de manifestation des symptômes, il ne faut surtout pas vous déplacer. Contactez le 111, un numéro gratuit. Les services compétents prendront les dispositions nécessaires pour vous prendre en charge rapidement. Mais en attendant, portez un masque. Isolez-vous au mieux que vous pouvez et évitez le contact avec qui que ce soit au risque de les contaminer. Avant de boucler cette édition, ce communiqué de la HAC, il a été donné à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, garante de la liberté et de la protection de la presse ainsi que des autres moyens de communication de masse, de constater que des personnes mal intentionnées tirant profit du développement des technologies de la communication, notamment de l'Internet, s'adonnent au piratage des contenus audiovisuels et des œuvres de l'esprit en proposant leur
leur réception à des tiers en toute illégalité. Ces personnes liées à des opérateurs étrangers véreux qui leur fournissent des équipements techniques piratent les programmes télévisuels protégés par des droits et diffusés par des sociétés régulièrement installées au Togo, notamment la société Canal+, et qui sont reçus par abonnement. Ce piratage a pour conséquence non seulement un manque à gagner important sur ces sociétés, mais surtout des pertes de ressources fiscales pour le trésor public. Le président de la HAC tient à rappeler que la diffusion publique ou à des tiers, par quelque moyen technique que ce soit, de programmes audiovisuels protégés est soumise à une autorisation et à la signature d'une convention d'exploitation avec la HAC. À ce jour, seules les sociétés Canal+ et New World TV sont autorisées à diffuser des programmes et contenus audiovisuels protégés et à les mettre à la disposition du public par voie d'abonnement. Toute diffusion de programmes audiovisuels ou radiophoniques protégés est d'une part passible de sanctions de la HAC et constitue d'autre part un délit de contrefaçon puni par le Code pénal togolais d'une peine d'emprisonnement pouvant aller à 10 ans et d'une amende à 30 millions de francs CFA en cas de récidive, sans compter la confiscation des biens et recettes induites par cette activité. La HAC invite par conséquent les personnes qui s'adonnent à cet exercice hors du cadre légal à cesser immédiatement leurs activités qui non seulement portent atteinte à l'ordre public et préjudice à l'économie nationale, mais encore aux intérêts d'opérateurs économiques régulièrement installés. Communiqué de la HAC. Et ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément à Kara, Dongoyo et partout ailleurs dans la ville. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, prenez bien soin de vous.